Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Viprod. Je ferai l'interview aujourd'hui, je suis Célia Bonnet. Nous accueillons Dr Gruette Anémor sur le cadre du cancer. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup Célia, merci de m'accueillir. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous allez nous informer sur le cancer du col de l'utérus, mais aussi sur le cancer du sein. Le cancer du col de l'utérus, nous avons vu, vous nous l'avez dit un petit peu en amont lors de la préparation, qu'il existe un facteur de risque qui était le papillomavirus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le papillomavirus, le HPV, c'est l'IST, l'infection sexuellement transmissible la plus répandue sur le territoire français, par exemple, mais aussi dans le monde. Elle affecte la peau et les muqueuses. C'est une infection très contagieuse. On estime que 70% des hommes et des femmes sexuellement actifs pourront être atteints du HPV, donc du papillomavirus humain, au moins une fois dans leur vie. Oh, et comment se transmet cette IST? Alors, cette IST se transmet au moment des rapports sexuels. Au niveau des contacts intimes, même sans pénétration, dès qu'il y a du peau à peau. Donc, dès les premiers rapports sexuels, si un des partenaires est porteur de ce virus, il peut infecter l'autre, même avec un préservatif, même sans pénétration, dès qu'il y a un rapport sexuel au niveau des muqueuses, on peut être infecté par le papillomavirus. Toutes les pratiques, toute la sphère de la sexualité sont concernées. Toutes les pratiques sexuelles peuvent être contaminantes, y compris les rapports anaux et bucco-génitaux. D'accord. Mais comment une IST de ce type va se manifester? À quel moment le patient sait qu'il est atteint? On peut se douter. La plupart du temps, c'est une infection silencieuse. La plupart du temps, on n'a pas de symptômes. La plupart du temps, dans 90% des cas, le virus s'élimine tout seul. Parfois, on peut avoir un condylome. C'est pas agréable à voir. C'est une éruption qui fait comme un chou-fleur. Et après, ça part. Ou parfois, il faut voir un médecin pour que ça puisse partir grâce à des crèmes ou du laser. Donc, et après, seul dans 10% des cas, la maladie reste. Et on peut avoir 10 ans, 30 ans après, une lésion précancéreuse. D'accord. Donc, dans ce cas, comment vous pourriez nous expliquer comment le papillomavirus, au final, qui dans 90% des cas se ferait éliminer naturellement, à quel moment, comment il va provoquer une tumeur? Là, on ne sait pas quand est-ce que les gens guérissent seuls. C'est pour ça qu'on a mis le dépistage. Nous reviendrons sur le dépistage. Comme la plupart du temps, l'infection est silencieuse, on ne sait pas quand est-ce qu'on est guéri, quand est-ce qu'on n'est pas guéri. Par contre, les 10% de ceux qui gardent cette infection d'une façon permanente, à bas bruit, silencieusement, les cellules se transforment. Elles commencent à devenir des cellules précancéreuses qui deviennent des cellules cancéreuses et à bas bruit. Donc, on parle quand même du cancer de la femme jeune à 30, 40 ans, selon le début des rapports. L'âge du début des rapports. L'infection qui persiste reste à travailler au niveau du col pendant 10 à 30 ans avant de devenir un cancer. Mais on ne va détecter cette infection au final que lors d'un frottis, à aucun autre moment. Alors, il y a des signes d'alerte. Si on parle du col de l'utérus, il y a des signes d'alerte. On parle de la douleur au moment du rapport sexuel surtout, mais aussi des douleurs à type de pesanteur d'une façon inhabituelle, et de saignement aussi au niveau des rapports sexuels et de saignement chez la femme non ménopausée en dehors de son cycle. D'accord. Alors, une chose que j'ai oublié de te dire, Célia, c'est que hommes et femmes sont atteints par le papillomavirus. On parle beaucoup du cancer du col de l'utérus, mais au final, ces cancers, on parle du cancer de toute la sphère
de la sexualité. Les hommes sont aussi concernés. Alors, bien que nous soyons dans le mois Octobre Rose consacré aux femmes, c'est aussi un moment pour interpeller les hommes pour dire que eux aussi sont concernés. Quand on parle de la femme au niveau du col de l'utérus, on parle aussi des hommes. Bien sûr. Mais du coup, on a dit ça touche toutes les sphères de la sexualité. C'est un virus au final qui se transmet au niveau des muqueuses, donc anal, génital. Est-ce que au niveau des cancers que vous avez pu observer, est-ce que vous remarquez une corrélation entre le papillomavirus et les différents cancers qui émergent de nos jours? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. 100% des cancers du col de l'utérus proviennent d'une infection à HPV. 91% des cancers de l'anus sont liés à l'HPV. Concernant les voies aériennes supérieures, entre 4 et 34%. Donc, on peut avoir un cancer de la gorge lié à l'HPV. 27% des cancers du pénis. 23% des cancers du vagin et de la vulve. Donc, petite précision pour nos internautes. Au niveau de l'anatomie féminine, le vagin, ce n'est pas l'ensemble de l'anatomie. Ça concerne la partie extérieure et le vagin concerne toute la partie intérieure. C'est important de le préciser. Petit point d'information. Alors, pour continuer dans les chiffres, 1,8% des cancers, des nouveaux cancers par an sur la région française, dans la région française, sont attribués au papillomavirus. Ça représente 6400 cancers par an liés au papillomavirus, entre ceux liés à l'homme ou à la femme. Il y a 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an en France. Ça reste quand même des chiffres assez alarmants, du coup, au niveau de la communauté médecine, de la santé. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de prévenir cette infection? Est-ce qu'il y a des moyens de prévention mis en place? Depuis un certain nombre d'années maintenant, on parle de la vaccination. C'est un sujet parfois délicat, mais c'est un sujet que, au final, pas si innovant, puisque c'est basé sur le même concept que la vaccination pour le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B est effectué entre 2 mois et 11 mois, donc chez les nourrissons. Or, l'hépatite B est une maladie sexuellement transmissible. Donc, on immunise nos nourrissons dès leur jeune âge et pour prévenir une maladie qui peut arriver au moment de l'âge adulte. Donc, c'est une pratique que nous faisons déjà, que nous sommes habitués. On ne se pose plus de questions pour l'hépatite B. En fait, contre la vaccination, on introduit un virus inactif. Ce virus inactif va produire des anticorps, va entraîner le corps à reconnaître un virus qui n'est pas bon pour lui. Le jour que ce virus entre, le virus actif, donc lors d'un rapport sexuel entre, le corps va pouvoir le reconnaître et le neutraliser. Il va le stopper, le virus, là le vrai, pas le vaccin, le virus actif ne pourra pas se développer et il n'y aura pas de lésions précancéreuses ni de cancer. D'accord. Et cela pour les femmes et les garçons. Et les hommes. Pour les deux. Du coup, quels sont à l'heure actuelle quel est le calendrier vaccinal contre l'HPV? Alors, le calendrier vaccinal, il va de 11 à 19 ans. De 11 à 14 ans, 2 injections à 6 mois d'intervalle. De 15 à 19 ans, 3 injections à 0, 2 mois, 6 mois. Au-delà, c'est pas encore en France, dans la pratique, c'est pas encore bien défini, mais selon les cas, on peut vacciner une femme au-delà de 19 ans. D'accord. Donc, si je comprends bien, on vaccine hommes et femmes et on vaccine
de 11 à 19 ans. Pas avant, pas après. Pas avant, pas après. Après, oui, selon les cas. Je pense qu'après, ça va devenir de plus en plus fréquent. On va attendre les recommandations et chaque année, nous avons des recommandations sur le territoire français. Mais dans d'autres régions du monde, chez une femme, par exemple, chez qui son mari est connu pour pouvoir ne pas être fidèle, eh ben, on va pas tarder à lui proposer de faire ces 3 injections. On peut imaginer d'autres indications. Là, je vous ai donné une indication pour une femme au-delà de 19 ans, mais je pense que les indications vont évoluer avec la situation actuelle. Et au final, peut-être même qu'on pourra dire hommes et femmes après 19 ans selon les situations. Ça ne m'étonnerait pas. Sinon, comment comment dépister l'infection au papillomavirus? Alors, le dépistage a évolué sur le territoire français. Aujourd'hui, ce dépistage est proposé aux femmes à partir de 25 ans et ça va jusqu'à 64 ans. De 25 à 29 ans, on préconise de faire un frottis, c'est-à-dire vraiment d'analyser les cellules sur 2 frottis avec un espace d'1 an d'intervalle et on va refaire un 3e. À partir de 30 ans, on va rechercher que le papillomavirus tous les 5 ans. C'est un test HPV proposé tous les 5 ans. D'accord. Si le test est positif, il y a des recommandations pour renouveler. Mais tant que le test reste négatif, tous les 5 ans. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous n'avez parlé que des femmes. Donc, y aurait-il un dépistage pour le moment mis en place pour les hommes ou pas encore? Pour le moment, il n'y a pas de dépistage mis en place pour les hommes. D'accord. Des faits, nous n'avons pas, seul lors d'études, donc dans des secteurs très spécialisés, dans le cadre de la recherche, ils vont faire la détection du papillomavirus chez l'homme. Mais en pratique courante en ville, il n'y a pas de dépistage. D'accord. Oui. Donc, si j'ai bien compris, le papillomavirus, au final, qui est une IST, une infection sexuellement transmissible, est un facteur de risque dans le cancer du col de l'utérus que l'on va retrouver chez les femmes. Ces mêmes femmes à qui on va conseiller dès leurs 11 ans de se faire vacciner jusqu'à 19 ans pour éviter, du coup, de contracter cette maladie. Les hommes ne sont pour le moment pas encore dépistés, mais ça ne saurait tarder avec la grâce du Seigneur et les prières. Parce que, vous l'avez bien dit, ce sont des rapports sexuels de tout type, oraux, buccaux, oraux, anaux. Les rapports sexuels qui concernent les muqueuses qui vont entraîner au final cette infection, mais qui impliquent 2 partenaires. Donc, on espère vraiment que tous les partenaires pourront être dépistés un jour, parce que c'est important. C'est déjà très bien que la vaccination soit possible pour les 2 parties. Est-ce que vous auriez des conseils peut-être pour la prévention de ce type d'infection? C'est-à-dire, est-ce que tu peux être plus précise dans ta question? Oui. Est-ce que, en tant que médecin, vous avez sûrement beaucoup de jeunes que vous voyez, que vous auscultez. Quels conseils de prévention pourrait-on leur donner aux jeunes directement? Parce qu'au final, ça reste eux quand même les acteurs. Alors, de cette... tu es le choix. Tu deviens ce que tu désires, en fait. Il faut faire les bons choix dans ta vie. Je conseille aux jeunes d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à connaître la sexualité, d'essayer de ne pas toujours regarder ce qu'ils voient sur les écrans. Que la sexualité, c'est une belle, c'est un moment qui peut être très beau, qu'il ne faut pas gâcher. Il faut déjà apprendre à se connaître, il faut apprendre à s'aimer. Si on s'aime, si on comprend qu'il
si on comprend ce qui se passe, eh bien, on va essayer de faire ce qu'il faut pour éviter d'avoir des IST. Je ne dis pas je ne dis pas qu'il faut bannir la sexualité, mais il faut encadrer la sexualité pour qu'elle soit belle. Donc vraiment, dans mon cabinet, je mets l'accent sur l'estime de soi. Si on s'aime, on va choisir ce qu'il y a de mieux pour soi. Et donc là, on va comprendre qu'on peut pas aller voir, on peut pas multiplier en permanence les rencontres d'une façon désinvolte, en fait. Ok. En même temps, dans ma profession, je reste médecin. Je reste ouvert à tous les modes de sexualité dans ma profession. Mais même en restant ouvert dans ma profession à tous les modes de sexualité, je reviens quand même sur l'amour de soi. Si on s'aime, on veut ce qu'il y a de mieux pour soi. Parfois, souvent, les jeunes rentrent en confrontation avec leurs parents parce qu'il y a un choc de génération, la compréhension ne se fait plus, le dialogue est rompu. Et pourtant, tout le monde s'aime, mais on ne sait plus s'exprimer, on ne sait plus s'adresser l'un à l'autre. Et pourtant, on a des difficultés dans la vie. En tant qu'enfant, on rencontre des nouvelles situations qu'on ne connaissait pas avant, la puberté, les relations, on ne connaissait pas. Et les parents, par exemple, je sais que j'ai déjà eu un témoignage de parents qui ne voulaient pas faire vacciner leur enfant contre le papillomavirus parce que ça aurait été, selon le parent, une porte ouverte vers les relations hors mariage. Mais du coup, j'aurais une question pour vous, docteur, enfin, toi, docteur Anémone. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui ne veut pas faire vacciner son enfant parce qu'il pense, il ou elle, le parent, pense que c'est un moyen, une porte ouverte pour son enfant d'aller explorer le monde, si on peut dire ça comme ça. Alors, ce n'est pas un moyen pour laisser explorer. Généralement, je leur reviens toujours à l'hépatite B. Je leur dis que leur enfant est vacciné contre l'hépatite B. Et ça ne veut pas dire que c'est la permission à la débauche. C'est que nous sommes face à une réalité et nous savons que dans la réalité, et dans tous les milieux, y compris dans le milieu religieux, c'est très fréquent que les individus n'aient pas qu'un seul partenaire. Je m'entends, dans leur vie. Il y a parfois des rapports avant le mariage, ça arrive. Ça arrive une infidélité. Je ne crois pas qu'il faudrait fermer les yeux sur ce qui arrive. Nous ne sommes pas parfaits. Et il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. C'est-à-dire que dans nos dans nos dans dans nos péchés entre guillemets, il y a quand quelqu'un dépense trop d'argent, c'est pas bien. Quand quelqu'un n'a pas une alimentation équilibrée, c'est pas non plus le plan qui lui est réservé. Dans tous les domaines de la vie, on ne suit pas à la perfection tout ce qui est recommandé pour son bien-être. Nous sommes vulnérables dans tous les domaines de la vie et il faut pas voir un domaine, il faut pas fermer la porte à un domaine plus qu'à un autre. Pourquoi on serait plus tolérant pour la malbouffe? Pourquoi on serait plus tolérant pour un petit McDo, pour l'excès de gras, l'excès de sucre? Et moins tolérant sur quelqu'un qui aurait déjà eu un rapport avant le mariage et qui a déjà pris un risque. On n'est pas là pour juger et juger dans aucun domaine. Nous sommes là pour pouvoir dire ce qu'il y a de mieux et la vaccination, c'est ce qu'il y a de mieux, y compris dans le domaine de la sexualité. D'accord, donc si je comprends bien, la vaccination finale, surtout pour le papillomavirus, ça reste un moyen de faire protéger son enfant, d'être protégé, que l'enfant soit protégé, que le parent soit aussi rassuré de savoir. Au cas où Parce qu'on ne il sait y a... pas. Et puis c'est pas ça, c'est que c'est pour son enfant
Et puis le partenaire qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'époux ou l'épouse de son enfant va rester pur ou dans son engagement, en fait. Donc, c'est aussi protéger son enfant contre son propre comportement et le comportement de l'autre avec qui il va vivre. Bien sûr. Et aussi, et en pour le cancer. En acceptant la réalité de notre société, en ne fermant pas les yeux sur la réalité de notre société. Très bien. Écoute, c'était un très riche échange. Merci beaucoup, Dr. Gruette. Nous en avons beaucoup appris, moi ainsi que les internautes. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des ressources? Est-ce que c'est possible en tant que patient de pouvoir avoir ce genre de discussion si on a des interrogations pour demander à notre médecin traitant si on a des questions? Alors, concernant le papillomavirus et le col de l'utérus, le médecin, le gynécologue, la sage-femme, l'infirmière, et après pour les autres cancers liés au papillomavirus, il vaut mieux s'adresser à son médecin traitant. D'accord. Ça reste quand même une belle brochette de personnes en capacité de nous instruire. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Merci beaucoup, Dr. Gruette. Le podcast, merci de votre disponibilité, Merci de m'avoir permis de m'exprimer et de partager avec vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci,